tout le master et la thèse aussi. Donc le parcours que j'ai fait, donc j'ai fait la L3, donc c'était pareil à l'époque, double licence biologie mathématique. Quoi? Ah, pardon. Donc ouais, j'ai fait ma L3 à Montréal, et donc en fait je vais revenir en détail, donc j'ai fait le master, on ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais c'était approche interdisciplinaire du vivant. Et donc, j'ai ensuite continué en doctorat dans un des stages que j'avais fait pendant ce master, c'est à l'Institut Mono à Paris, le master est aussi à Paris. Donc, la L3 à Montréal, c'était bien, on avait genre 12 à 15 heures de cours par semaine. Ça faisait beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses. On est dans la ville. Je sais que ce que je dois faire, c'était de la luge pour mon royaume. Et on va dire deux cours qui m'avaient marqué. Donc, un qui s'appelait méthode quantitative et computationnelle en biologie, qui a changé de nom maintenant, qui est sciences et de l'université. Et un autre, donc programmation appliquée à la génomique, où c'était vraiment appliqué à genre des problèmes concrets avec des soit on avait des rapports à faire, des présentations orales, pour vraiment nous initier à tout ça. Donc ensuite, pour le choix du master, j'avais fait le master arrivé. En licence, j'avais fait aussi des stages chaque année. C'était un peu pour découvrir la recherche en soi. J'avais arrivant en L1 jusqu'à au final, je pense que la L3, je ne savais pas vraiment dans quoi continuer exactement. Donc j'ai fait un stage en plancton avec leur guillou, genre 3 fois par semaine, j'allais en pinzé et échantillonner de l'eau. Donc c'est cool, j'étais sorti bateau toutes les semaines. J'ai fait un stage avec Arnaud Tanguy, où je coupais les têtes des vers, je les broyais. Non, ça fait faire l'ARN. Voilà, c'était en chambre froide par contre, donc c'était un peu moins drôle. Mais je pense à l'équivalent que vous avez en M2, vous avez quelque chose aussi maintenant, ou un projet de recherche encadré. Officiellement, il n'y en avait pas, mais en fait, on avait fait une convention où je faisais ça quand je pouvais le midi, en partie. Voilà. Et ensuite, en revenant de Montréal, j'ai fait un stage d'un mois avec Science, juste pour revenir à Roscoff, si ça manque un peu quand même. Et donc, j'étais assez autonome, je faisais un peu, pas n'importe quoi, mais j'ai essayé de faire ça. Les modèles numériques, ça marchait bien. Essayer de les faire en parallèle, ça n'a pas du tout marché. Mais bon, je me suis analysé au moins. Et voilà, donc ensuite, le choix du master, donc j'ai fait ce master-là, master donc approche interdisciplinaire du vivant. Donc j'avais entendu parler parce qu'il y avait 2 anciens qui avaient fait ce master-là. Et bien sûr, il y avait le mot interdisciplinaire dedans, donc forcément, ça a attiré mon attention. J'explique ensuite pourquoi. Donc, tout a changé, maintenant ça s'appelle Master ERT, donc c'est approche interdisciplinaire de la recherche et l'enseignement. Ils ont plusieurs tracks, donc ça s'appelle Life Science, Digital Science et Education. Et le nom a changé, c'était au Centre de recherche interdisciplinaire, maintenant ça s'appelle le Learning Connecting Institute. Et, il y a eu un peu de fusion de universités par cité. Mais je pense que c'est toujours le même master globalement. Donc, ce qui est bien avec ce master, c'est en anglais, donc j'étais vraiment nul en anglais à la fin de la L3. Et en vrai, le master a vraiment aidé avec ça. C'est généralement 50% français, 50% étranger, donc c'était bien. Donc moi,
quand vous revenez de la L3, c'est pareil, généralement, vous êtes entouré de personnes internationales. C'est vraiment bien de retrouver en fait cet environnement. Et c'est des petites promos, en M1 surtout, donc on était 15, je crois qu'il y a une photo de nous. Je suis là, on est tous heureux. Et voilà, donc, pourquoi ce master? Donc moi, après la L3, en fait, c'était peut-être mon choix de cours aussi. C'était vraiment des cours fondamentaux, c'était plutôt en biologie cellulaire ou moléculaire. C'était vraiment court, examen. Il y avait assez peu de pratique. Et donc ça me saoulait un peu. Et donc l'avantage avec ce master, c'est que, bon, à part le premier semestre où là c'était vraiment intense, on avait 8 heures de cours par jour tous les jours. Donc on avait, en M1, on avait 10 cours. Au final, on n'en validait que 5. Donc c'est un peu. En fait, il y a des examens dans tous les cours, mais ils prennent les 5 meilleurs et ils font la moyenne avec. Donc, mais voilà. Et surtout, pourquoi ce stage-là, ce master-là, pardon, c'est parce que, en fait, on fait surtout des stages. Donc c'est 15 mois de stage entre le M1 et le M2. Et vous avez aussi, donc moi je ne l'ai pas fait, hein, mais donc, il y a un concours de biologie synthétique qui s'appelle iGEM, où vous avez un projet. Donc biologie synthétique, c'est essayer de reproduire, c'est de l'ingénierie en biologie, donc c'est de reproduire des systèmes biologiques en bio. Et généralement, il y a un concours, vous faites une présentation à la fin. Avant c'était à Boston, mais maintenant c'est à Paris. Et voilà, donc j'ai. Ah oui, non. C'était surtout biocell et biologie, donc computationnelle modélisation. Là, vous avez des exemples de ce qu'on faisait en cours. C'est de la modélisation sous Python. C'était un cours où toutes les semaines, on avait un rapport à rendre. On faisait 2 pages, on devait faire du code. C'était assez intense quand même. Et ça, c'est un exemple d'un examen où on devait reproduire les figures d'un article en partant, donc on devait refaire le modèle. Et ensuite, on avait une présentation aussi. Et donc, les cours, la particularité qu'on avait, c'est que je pense que j'ai fait 0 examen écrit pendant le master, et c'était que des présentations. Donc, rapport, présentation. Donc là, on voit des exemples entre le M1 et le M2. Donc, généralement, des fois, c'était sur un article. Donc, il me semble que ici et ici, c'était l'analyse d'un seul article, où en gros, globalement, vous devez comprendre chaque figure, vraiment parler des points forts de l'article, de ses points faibles, etc. Et bon, donc des fois il y avait c'était plus des bibliographies, donc par exemple la plupart des autres c'était plutôt faire des revues bibliographiques sur un sujet en particulier, et c'était toujours en groupe. Donc je n'ai pas dit, mais bien la doctrine du master, c'est la recherche par la recherche. Jamais seul en recherche. Donc tout ce qu'on faisait, c'était tout le temps en groupe. Et donc, c'était quand même vachement intéressant. Du coup, il fallait tourner les personnes avec qui vous travaillez. Des fois, c'était des approches différentes, etc. Donc, c'était vachement intéressant. Bon, après, des fois, c'est que je pense en tout, j'ai dû faire 15 présentations pendant le master. Donc, on se faisait la question, est-ce qu'il y a un surplus? C'est que des fois, vous avez un peu marre, il y a des craquages. Et donc, on devait faire un bref sur en statistique. Donc, on s'est retrouvé avec ça. On s'est dit les chats, c'est bien. On a des chats, donc on va en mettre partout dans nos diapos. Donc c'était là. On était sur le sport, donc je fais du basket. On est sur, je sais plus ce que c'était là. Les moustiques, hop, un chat moustique. On va expliquer quelque chose, un chat, voilà, les stats, évidemment. Ensuite, critique de l'article, donc voilà. Et bien sûr, toujours une citation pour finir. Mais bon, c'était intense, vraiment, de parler de ces cours, mais extrêmement enrichissant. Et on
ensuite, hop, ensuite les salles de master. Donc aussi pendant le M1, on visitait pas mal de labos. Mais le premier stage que j'ai fait, je ne sais pas si vous faites toujours, c'est avec la personne que j'avais interviewée en OIP en M2. Wow. Vous avez vu ça? Non. Voilà. C'était. Donc ça a servi à quelque chose. Et donc c'était elle travaillait sur les cellules souches hématopoïétiques, donc c'est les souches du sang. Donc là il y a l'arbre, donc vous avez les cellules souches hématopoïétiques dans l'osseuse, donc ensuite il y a différentes spécifications pour former les différentes cellules sanguines. Donc nous ce qu'on essaie de savoir c'est on trie une cellule par cytométrie en flux dans des plaques 86 qi. Et ensuite, on les laissait en culture pendant quelques jours et on voyait après quel type de cellules on avait. Du coup, les manips, donc moi j'étais arrivé pile au moment où le système a été mis en place. Il y avait une ancienne étudiante, je crois que de L3, qui a fait un stage de 6 mois, tout l'a mis en place. Et en tout cas, je suis arrivé au bon moment dans ce stage. En fait, j'ai juste enchaîné les manips. Là, bon, je fais de la stométrie. Mais par contre, l'analyse de données n'était pas au point. Donc en fait, quand je passais mon stage à tester plein de trucs, on va dire 90% ne marchait pas. Mais et ensuite, vous avez juste une méthode c'était surtout ce qui nous manquait, c'est la visualisation. Pardon. Et donc là, il y avait une méthode, c'était une représentation qui s'appelle le UMAP. En fait, qui permettait de bien séparer les différents types cellulaires. Ensuite, on regardait, une couleur, c'est les descendants d'une seule cellule. Là, globalement, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les descendants d'une cellule, généralement, finissent assez proches les uns des autres. Quand on prend celui-là, 240 bleu clair, donc là, on voit, on a beaucoup de cellules qui sont là. Je crois qu'on a une ici, une ici, une ici. C'est-à-dire que globalement, c'est-à-dire qu'il semble y avoir, en théorie, les cellules souches hématopoïétiques sont capables de donner n'importe quel type de cellule. Mais il y a potentiellement un léger biais. Donc, généralement, ce que vous faites, c'est que vous avez, par exemple, une plus grande, si vous prenez une cellule, par exemple, certaines vont avoir une plus grande probabilité de former certains types cellulaires que d'autres. Donc ensuite, j'ai fait un deuxième stage qui n'avait rien à voir. Donc officiellement, c'est parce que je voulais faire autre chose. Finalement, c'est parce que je ne trouvais pas de stage. Du coup, je suis bon. Évidemment, il y avait des gens au CRI que je côtoyais. Et du coup, j'ai fait ce stage de 3 mois avec les Libre Topicina. Donc avant le Covid, j'étais en avance, je dois continuer dessus, mais peut-être une erreur de ma part. Où c'était, donc, je ne sais pas si c'est ça, donc c'était le modèle épidémiologique, donc SIR susceptible, infecté, rétabli. L'objectif c'était de l'implémenter mais sur des graphes. Donc dans chaque graphe, un point représente une personne et un lien représente une interaction entre deux personnes. Donc en fait, personnes se côtoient au quotidien par exemple. Donc l'objectif c'était de faire. Donc là vous avez une personne infectée en rouge. Ensuite tout le monde est susceptible. C'est pas les mêmes couleurs par exemple. Quand c'est en vert, c'est qu'elles sont susceptibles. Et ensuite, donc, je pensais sous Python, une simulation au fur du temps. Donc, les personnes sont infectées, ensuite, elles sont rétablies. Comment ça? Bon, voilà. Et ensuite, donc, bref, ça ensuite, il y avait un peu de la représentation des données. C'est par exemple, je représentais le graphe en fonction de la distance au premier point. Donc là, vous avez le premier infecté, ensuite le premier cercle, c'est une distance de 1, ensuite distance de 2. Distance de 2, ça veut dire que, pour celle-là, il faut qu'il y ait une personne qui soit infectée ici, pour que celle-là soit infectée. Ensuite, on a travaillé avec des mathématiciens, enfin eux aussi, pour réécrire certaines équations. Et ensuite, on essaie de corréler ou anti-corréler des mesures entre la prédiction et la simulation. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Donc, franchement, j'aurais pu rencontrer avec elle, mais je le fais entre ça
voilà où ce sur quoi je fais ma thèse actuellement. Hop. Donc ce stage-là était sur la gastrulation, pour vous ramener vos souvenirs de biologie de développement. Où en fait c'est l'étape de développement où donc, vous avez un tissu qui va donner donc, les progéniteurs, donc ectoderme, endoderme, mésoderme, qui vont donner ensuite l'ensemble des tissus pelés. Donc là on voit un exemple d'un embryon de souris à 2 ans et demi, où on part d'envoyer les jambes. Là je trouve que c'est le système nerveux en bleu, le système digestif en rose, et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre, comment les décisions ici se font à la fois dans le temps, mais aussi spatialement. Donc, pourquoi je dis la gastrulation? C'est la citation du jour, on en revient toujours. Donc ça, c'est pas votre naissance, mariage, votre mort, ou même votre défense de thèse, mais la gastrulation, qui est le moment le plus important dans votre vie. Et donc, pour ça, je ne travaille pas directement avec des embryons, je travaille avec des cellules souches embryonnaires de souris, qui sont des cellules qui proviennent d'embryons et qu'on peut cultiver quasiment indéfiniment en laboratoire. Donc on utilise un système in vitro qui s'appelle du micropaternine, qui fait aussi le gastroloïde 2D, où on cultive des cellules sur des disques de matrice intracellulaire. Et ensuite, c'est à zéro, ensuite on peut les différencier pour voir ensuite quel type de cellules elles forment. Évidemment, on peut changer les conditions de culture, etc., pour comprendre l'impact de ça. Donc ce que j'avais fait pendant ce stage-là en master, c'était donc du séquençage ARN en cellules uniques, pour avoir pour objectif de caractériser ce qu'on obtient là. Et donc en fait, c'est la microfluidique, où globalement, idéalement, vous finissez avec une cellule et une bille. En fait, ces billes ont des séquences d'ADN qui vont permettre de capturer les ARN, ensuite des séquences pour pouvoir retrouver chaque ARN, chaque cellule, chaque condition expérimentale que vous avez fait. Et donc ensuite, vous vous retrouvez avec une matrice, je ne sais pas, prendre dans le cas, je crois que j'avais genre 8000 cellules, et vous avez donc l'ensemble des gènes possibles, donc genre 25 000 gènes. Donc évidemment, pour présenter ces données, etc., le DCH, c'était aussi pour moi d'apprendre toutes ces méthodes-là. J'avais entendu parler du séquençage ARN en cellules uniques, d'analyse de données, mais je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et donc là, c'est un exemple où on passe les données avec les cellules en fonction du temps. Vous voyez, là, vous avez 0 heure, c'est en heure ici. Vous voyez l'évolution autour du temps, donc en fait, l'évolution d'où les cellules se différencient. Et donc, ça m'est vraiment plu. Les deux superviseurs étaient vraiment bien, étaient vraiment à l'écoute. J'étais globalement assez autonome, mais dès qu'il y a un problème, ils étaient là. Très conciliants, c'est des très bons maîtres en stage, c'était super en classe après. Et donc, au début, je pensais continuer, je voulais continuer plutôt avec ce premier stage-là. Je vais passer un peu en ouais. Mais elle ne pouvait pas prendre quelqu'un en thèse, parce qu'elle avait déjà trop de temps. Donc généralement, chaque personne sont limitées à deux doctorants. Enfin, pour la plupart des écoles de doctorat, je pense sur Paris, c'est comme ça. Ce qui est une bonne chose, probablement, parce qu'il y a un moment où vous avez trop de doctorants, on ne peut pas forcément bien tout le temps, qui s'encadrer. Mais donc, pour ça, j'ai candidaté avec eux au concours d'école doctorale, qui est clairement, vous avez un dossier à écrire. Donc j'ai fait 3 écoles doctorales. Je ne les ai pas mis toutes, mais en fait, donc, le master est physicien, donc Jérôme, Cognon et biologie de développement, donc ils ne sont pas rattachés à la même école doctorale. J'ai pu postuler dans les deux. Les imposteurs. Voilà. Et en plus, il y a une école doctorale au CRI qui est indépendante. C'est que tout le monde peut y candidater. Donc, j'ai fait les deux. Donc, évidemment, en physique, bon, c'était pas de la physique, donc on n'a pas pris. L'école doctorale du CRI, ils prenaient que genre, il y avait très peu de bourses en fait, genre 10% des candidats, l'académie non plus. Et
et donc c'était le dernier espoir, c'était, je ne sais pas si j'ai dit le nom là, non, c'est l'école doctorale en bio de Paris-Cité qui est liée au SPC. Où là, là je l'ai eu, mais donc là c'était un dossier à écrire. En théorie, c'est à vous d'écrire, mais clairement c'est entre vous et le directeur de thèse. Et la présentation, là, vous avez 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Ensuite, c'est un concours, des classements, etc. Et donc là, j'ai été pris pour continuer. Et évidemment, si je ne l'avais pas eu, je pense qu'à la ligne, je crois que je refais un deuxième M2, mais je pense que je voulais faire prendre en bioinformatique pour consolider ça. Ou alors j'aurais cherché des thèses à l'étranger. En fait, j'étais prêt à postuler à 3 masters et 5 offres de thèse. J'avais 2 ou 3 jours en deadline, j'ai eu la réponse. Donc c'est un bon à faire quand même. Et voilà, donc ensuite la thèse, c'était le nom de la thèse. Donc j'ai défendu, j'ai défendu en décembre, mais là je continue pour 1 an dans le même labo. Voilà. Donc qui est évaluation de données de souris pour l'étude in vitro, l'évaluation BMP et WINT et nodal lors de la formation et de la spécification des lignes primitives. Donc complexe, c'est le plan. Donc généralement, vous avez une grande question générale que vous sous-divisez en différentes questions. Bref, voilà, donc c'est les voies de signalisation, donc pour vous rappeler, je pense que ils sont visiblement, donc vous avez des protéines qui sont sécrétées par les cellules, qui vont diffuser ensuite dans l'intracellullaire, etc. Ensuite, il y a des récepteurs, ça va activer des cascades de signalisation. Ensuite, généralement, c'est des sécréteurs qui vont interagir avec le facteur de transcription. Ça active ou ça réprime la transcription. Donc là, la thèse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe si vous mettez plus ou moins de MP, plus ou moins de nodal, plus ou moins de WIT. Et tout ça donc, sur les micropatterns gastroïdes. Par exemple, je faisais donc de l'immunofluorescence. Donc là, c'est phosphosphate 1. Quand c'est rouge, la voie BMP est activée. Quand c'est blanc, c'est qu'on voit que les noyaux. Ensuite, je fais des quantifs, des analyses d'images assez sur Python. Après, je faisais aussi, donc là, on regardait plus des protéines. En immunofluorescence, on regardait des protéines. Je faisais aussi donc RT-PCR pour regarder des gènes, des marqueurs, etc. Et aussi, ça n'a rien diapo pour la thèse, aussi donc à partir des données ARN, donc séquence ARN c'est unique, il y a vraiment un énorme pan d'outils qui sont développés pour essayer donc, évidemment d'utiliser les données pour essayer d'en tirer le plus d'informations possible. Donc là par exemple c'est une modélisation donc, des réseaux entre les différents gènes. Là c'est entre 2 différentes conditions et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est à peu près ce que je passe ma vie à faire. C'est ça, je donner des images, des PCR et l'analyse de données. Et voilà. Et donc, si pour faire un bilan, une réflexion sur ça, le stage de master et la thèse en soi, quand vous candidatez, c'est pas dans ce que je dis là, ça paraît. C'est pas forcément facile de savoir comment votre maître de stage ou votre directeur de thèse encadre. Donc si vous pouvez, c'est bien discuter avec soit des anciens étudiants dans le labo ou des étudiants actuels pour savoir comment il encadre. Donc est-ce que vous serez directement encadré par lui, est-ce que vous aurez sous-encadré par des doctorants, des postdoctorants, des ingénieurs, des techniciens, etc. Donc ça, disponibilité, et ça c'est surtout important pour les stages. En thèse, évidemment c'est important aussi, mais c'est vraiment plus autonome. Parce qu'en fait, vous pouvez, évidemment, autour, c'est. Moi, dans mes stages, ce que j'ai eu la chance de toujours être sous-encadré. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, des fois j'ai des équipes qui ne sont pas là forcément tout le temps, il y avait forcément quelqu'un à qui je pouvais parler. Problème technique, même,
faites une manip une fois, on vous donne le protocole, donc c'est pas forcément évident de savoir tout. Alors savoir où sont les produits dans le labo, est-ce qu'ils sont dispo? Enfin, des fois vous foirez une manip parce qu'en fait un produit il n'y est plus. Et alors de savoir comment le faire, etc. Et donc ensuite, ça c'est plus pour vous. Donc, et c'est pour ça que moi aussi, le fait d'avoir fait plein de stages en licence et en master, ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc là, par exemple, pendant mes stages, j'étais généralement dirigé expérimentalement, c'est-à-dire que j'avais assez peu de liberté sur quel type de manip j'allais faire. Donc, par contre, généralement, j'étais assez libre dans les données parce que généralement, elle n'avait pas encore été vraiment mise en place. Et donc, du coup, voilà, j'avais quand même ce degré de liberté qui fait que, enfin, moi, vraiment, ça m'a vraiment plu. Je savais que j'ai fait toutes les analyses que j'ai faites. Et, mais après, des fois, pour certaines choses, voilà, c'est est-ce que vous préférez être celui qui vraiment prend la décision en termes de manip? Moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'ai une idée. En thèse, je propose un cadre de thèse. Généralement, j'arrive à argumenter, bien sûr. Des fois, je fais des manips même sans lui dire, quand il va pas me fait confiance. Quoi. Alors que je sais que des fois, vous avez certaines personnes qui, elles, vont tout le temps derrière vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas limite la personne de savoir le résultat avant que ce soit prêt. En fait. Vous n'avez même pas le résultat que la personne vous demande alors qu'est-ce qu'elle a donné la manip. Mais voilà, c'est à vous aussi de savoir comment vous êtes en train de. Et voilà pour cette partie. Et parce que là, ma dernière étude publiée récemment pour détendre un peu l'atmosphère, surtout, donc nous, on fait le 2014, donc c'est les 10 ans de la promo. Donc je suis le seul, et donc ne nous oubliez pas. Donc la question qu'on va se poser pour finir, c'est comment, le 2014, comment essayer de marquer l'histoire. Donc, déjà on partait sur un bon prix, réalisé sans truc donc un pur produit roscovite de la mer. On est quand même les créateurs des lignées. Ici. Donc là, il y a la mienne. En plus, je crois que la mienne, on est pas mal. Alice est là, Anna est là. Maya. Ah, il n'est pas moi. Ensuite, il y a des preuves, bien sûr. Donc ça, c'est preuve véridique du tirage au sort. Il n'y a pas la vidéo. Hein. Voilà. Et ensuite, notre preuve, notre week-end d'un thé, avec nos kiwis d'amour. Poulpo. Ici, les poulpos. On se passe un peu d'eau, mais en rouge, là. Ensuite, est-ce que ça va marcher? Suspense. On a essayé. Qui se fait en Roscoe 12? Je pense que personne. Oui, bien sûr. Mais on a essayé. Waouh. Le succès n'a pas été au rendez-vous, mais c'était un prémisse à Roscoe Production par Roscoe Prod pour les Antilles, par David Orieux, où il y a eu beaucoup de choses. Tu vois?
2015. Il était une fois, dans une petite cité de caractère en bord de mer, une licence. Pas vraiment comme les autres. Approchez et laissez-moi vous la présenter. Ah, bien sûr, vous avez la référence, hein, si vous allez voir. Ensuite, il y a eu aussi une chanson. Oui, c'est oui. J'ai mis la fin. Elle vient, on était jeunes, on était fous. Elle vient, pour nous ça veut dire beaucoup. Voilà, on le voit pas maintenant, mais vraiment. Voilà, beaucoup de choses, des blogs. Oignon fiction. Donc à l'époque, il n'y avait pas la Jeep, 1h30. mais voilà, il y avait Dangerous pour tous se rassembler. Donc 5 promos, 2 profs, donc Stéphane et JM, bien sûr. Et bien sûr, pour finir, un hommage au plus grand homme parmi nous. Chers collègues de l'académie, je vous prierai un petit peu plus de réserve. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes ici tous ensemble. Je n'ai pas peur de dire que nous sommes heureux d'y être. Nous sommes ici pour nous sommes ici pour la désintégration d'un certain nombre d'entre vous. Nos frères, en notre responsabilité, devions vous apporter un rudiment de savoir et d'érudition. Certains d'entre vous se trouvent difficiles. Et cependant, je ne désespère pas. Nous avons collectivement semé les graines de la connaissance. Bref, je ne sais vers quels horizons vous êtes destinés. Mais soyez sûrs, à Rostov, à la station biologique, vous aurez toujours un accueil et une